Cet audio est l'enregistrement du texte de Michel Foucault, Le vrai sexe, publié pour la première fois en 1980 et disponible dans les 10 écrits numéro 4 de Foucault. C'est un complément de lecture pour accompagner le live numéro 4 d'explication de texte de l'ouvrage de Judith Butler, Troubles dans le genre. Je précise qu'ils sont utilisés des termes qui n'ont plus cours désormais, et notamment le terme hermaphrodite, qui est l'ancienne et inexacte manière de parler des personnes intersexes. Je commencerai par la lecture de l'introduction du texte disponible dans 10 et écrits, qui vous posera le contexte, puis je lirai le texte de Foucault dans son intégralité. Le vrai sexe, commentaire introductif. Ceci est, avec quelques ajouts, le texte français de la préface à l'édition américaine d'Herculine Barbin, dite Alexina B. Cette édition comporte en appendice la nouvelle de Panizza, un scandale au couvent, qui est inspirée par l'histoire d'Alexina. Panizza avait dû la connaître à travers la littérature médicale de l'époque. En France, les mémoires d'Herculine Barbin ont été publiées aux éditions Gallimard, et Un scandale au couvent se trouve dans un recueil de nouvelles de Panizza, publié sous ce titre général par les éditions de la Différence. C'est René de Secati qui m'avait signalé le rapprochement entre le récit de Panizza et l'histoire d'Alexina B. Avons-nous vraiment besoin d'un vrai sexe ? Avec une constance qui touche à l'entêtement, les sociétés de l'Occident moderne ont répondu par l'affirmative. Elles ont fait jouer obstinément cette question du vrai sexe, dans un ordre de choses où on pouvait s'imaginer que seul compte la réalité des corps et l'intensité des plaisirs. Longtemps, toutefois, on n'a pas eu de telles exigences. Le prouve l'histoire du statut que la médecine et la justice ont accordé aux hermaphrodites. On a mis bien longtemps à postuler qu'un hermaphrodite devait avoir un vrai sexe. Pendant des siècles, on a admis tout simplement qu'il en avait deux. Monstruosité qui suscitait l'épouvante et appelait les supplices. Les choses, en fait, ont été beaucoup plus compliquées. On a, c'est vrai, plusieurs témoignages de mise à mort, soit dans l'Antiquité, soit au Moyen-Âge. Mais on a aussi une jurisprudence abondante et d'un tout autre type. Au Moyen-Âge, les règles de droit, canoniques et civiles, étaient sur ce point fort claires. Étaient appelés hermaphrodites ceux en qui se juxtaposaient, selon des proportions qui pouvaient être variables, les deux sexes. En ce cas, c'était le rôle du père, ou du parrain, de ceux donc qui nommaient l'enfant, de fixer, au moment du baptême, le sexe qui allait être retenu. Le cas échéant, on conseillait de choisir celui des deux sexes qui paraissait l'emporter, ayant le plus de vigueur ou le plus de chaleur. Mais, plus tard, au seuil de l'âge adulte, lorsque venait pour lui le moment de se marier, l'hermaphrodite était libre de décider lui-même s'il voulait toujours être du sexe qu'on lui avait attribué ou s'il préférait l'autre. Seul impératif, non plus changer, garder jusqu'à la fin de ses jours celui qu'il avait déclaré alors, sous peine d'être considéré comme sodomite. Ce sont ces changements d'option, et non pas le mélange anatomique des sexes, qui ont entraîné la plupart des condamnations d'hermaphrodites, dont on a gardé la trace en France, pour la période du Moyen-Âge et de la Renaissance. À partir du XVIIIe siècle, les théories biologiques de la sexualité, les conditions juridiques de l'individu, les formes de contrôle administratif dans les États modernes ont conduit peu à peu à refuser l'idée d'un mélange des deux sexes en un seul corps et à restreindre par conséquent le libre choix des individus incertains. Désormais, à chacun, un sexe et un seul. À chacun son identité sexuelle première, profonde, déterminée et déterminante. Quant aux éléments de l'autre sexe qui éventuellement apparaissent, ils ne peuvent être qu'accidentels, superficiels ou même tout simplement illusoires. Du point de vue médical, cela veut dire qu'en présence d'un hermaphrodite, il ne s'agira plus de reconnaître la présence de deux sexes juxtaposés ou entremêlés, ni de savoir lequel des deux prévaut sur l'autre, mais de déchiffrer quel est le vrai sexe qui se cache sous des apparences confuses. Le médecin aura en quelque sorte à déshabiller les anatomies trompeuses et à retrouver, derrière des organes qui peuvent avoir revêtu les formes du sexe opposé, le seul vrai sexe. Pour qui sait regarder et examiner, les mélanges de sexes ne sont que des déguisements de la nature. Les hermaphrodites sont toujours des pseudo-hermaphrodites. Telle est du moins la thèse qui a eu tendance à s'accréditer, au XVIIIe siècle, à travers un certain nombre d'affaires importantes et passionnément discutées. Du point de vue du droit, cela impliquait évidemment la disparition du libre choix. Ce n'est plus à l'individu de décider de quel sexe il veut être, juridiquement ou socialement, mais c'est à l'expert de dire quel sexe la nature lui a choisi, et auquel par conséquent la société doit lui demander de se tenir. La justice, s'il faut faire appel à elle,
Lorsque par exemple quelqu'un est soupçonné de ne pas vivre sous son vrai sexe et de s'être abusivement marié, aura à établir ou à rétablir la légitimité d'une nature qu'on n'a pas suffisamment bien reconnue. Mais si la nature, par ses fantaisies ou accidents, peut tromper l'observateur et cacher pendant un temps le vrai sexe, on peut bien soupçonner aussi les individus de dissimuler la conscience profonde de leur vrai sexe et de profiter de quelques bizarreries anatomiques pour se servir de leur propre corps comme s'ils étaient d'un autre sexe. En bref, les fantasmagories de la nature peuvent servir aux errements du libertinage. De là l'intérêt moral du diagnostic médical du vrai sexe. Je sais bien que la médecine du XIXe siècle et du XXe siècle a corrigé beaucoup de choses dans ce simplisme réducteur. Nul ne dirait plus aujourd'hui que tous les hermaphrodites sont pseudo, même si on restreint considérablement un domaine dans lequel on faisait entrer autrefois, pêle-mêle, beaucoup d'anomalies anatomiques diverses. On amenait aussi, avec d'ailleurs beaucoup de difficultés, la possibilité pour un individu d'adopter un sexe qui n'est pas biologiquement le sien. Pourtant, l'idée qu'on doit bien avoir finalement un vrai sexe est loin d'être tout à fait dissipée. Quelle que soit sur ce point l'option des biologistes, on trouve au moins à l'état diffus, non seulement dans la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, mais aussi l'opinion courante, l'idée qu'entre sexe et vérité, il existe des relations complexes, obscures et essentielles. On est, c'est certain, plus tolérant à l'égard des pratiques qui transgressent les lois, mais on continue à penser que certaines d'entre elles insultent à la vérité. Un homme passif, une femme virile, des gens de même sexe qui s'aiment entre eux, on est disposé peut-être à admettre que ce n'est pas une grave atteinte à l'ordre établi. Mais on est assez prêt à croire qu'il y a là quelque chose comme une erreur. Une erreur entendue au sens le plus traditionnellement philosophique, une manière de faire qui n'est pas adéquate à la réalité. L'irrégularité sexuelle est perçue peu ou prou comme appartenant au monde des chimères. C'est pourquoi on se défait assez difficilement de l'idée que ce ne sont pas des crimes, mais moins aisément encore de la suspicion que ce sont des inventions complaisantes, mais inutiles de toute façon et qu'il vaudrait mieux dissiper. Réveillez-vous, jeunes gens, de vos jouissances illusoires, dépouillez vos déguisements et rappelez-vous que vous avez un sexe, un vrai. Et puis on admet aussi que c'est du côté du sexe qu'il faut chercher les vérités les plus secrètes et les plus profondes de l'individu, que c'est là qu'on peut le mieux découvrir ce qu'il est et ce qui le détermine. Et si pendant des siècles on a cru qu'il fallait cacher les choses du sexe parce qu'elles étaient honteuses, on sait maintenant que c'est le sexe lui-même qui cache les parties les plus secrètes de l'individu. La structure de ses fantasmes, les racines de son moi, les formes de son rapport au réel. Au fond du sexe, la vérité. Au point de croisement de ces deux idées, qu'il ne faut pas nous tromper en ce qui concerne notre sexe et que notre sexe recèle ce qu'il y a de plus vrai entre nous, la psychanalyse a enraciné sa vigueur culturelle. Elle nous promet à la fois notre sexe, le vrai, et toute cette vérité sur nous-mêmes qui veille secrètement en lui. Dans cette étrange histoire du vrai sexe, le mémoire d'Alexina Barbin est un document. Il n'est pas unique, mais il est assez rare. C'est le journal, ou plutôt les souvenirs laissés par l'un de ces individus auxquels la médecine et la justice du XIXe siècle demandaient avec acharnement quelle était leur véritable identité sexuelle. Élevée comme une jeune fille pauvre et méritante, dans un milieu presque exclusivement féminin et fortement religieux, Herculine Barbin, surnommée dans son entourage Alexina, avait été finalement reconnue comme un vrai garçon. Obligé de changer de sexe légal, après une procédure judiciaire et une modification de son état civil, il fut incapable de s'adapter à son identité nouvelle et finit par se suicider. Je serais tenté de dire que l'histoire était banale. N'étaient deux ou trois choses qui lui donnent une particulière intensité. La date, d'abord. Dans les années 1860-1870, on est justement à l'une de ces époques où s'est pratiquée avec le plus d'intensité la recherche de l'identité dans l'ordre sexuel. Sexe vrai des hermaphrodites, mais aussi identification des différentes perversions, leur classement, leur caractérisation, etc. Bref, le problème de l'individu et de l'espèce dans l'ordre des anomalies sexuelles. C'est sous le titre de Question d'identité que fut publiée en 1860, dans une revue médicale, la première observation sur AB. C'est dans un livre sur la question médico-légale de l'identité que Tardieu a publié la seule partie de ses souvenirs qu'on ait pu retrouver. Herculine Adélaïde Barbin, ou encore Alexina Barbin, ou encore Abel Barbin, désigné dans son propre texte soit sous le prénom d'Alexina, soit sous celui de Camille, a été l'un de ces héros malheureux de la chasse à l'identité. Avec ce style élégant, apprêté, allusif, un peu emphatique et désuet, qui était pour les pensionnats d'alors non seulement une façon d'écrire, mais une manière de vivre,
le récit échappe à toutes les prises possibles de l'identification. Le dur jeu de la vérité, que les médecins imposeront plus tard à l'anatomie incertaine d'Alexina, personne n'avait consenti à le jouer dans le milieu de femme où elle avait vécu, jusqu'à une découverte que chacun retardait le plus possible, et que deux hommes, un prêtre et un médecin, ont finalement précipité. Ce corps, un peu dégingandé, malgracieux, de plus en plus aberrant au milieu de ces jeunes filles parmi lesquelles il grandissait, il semble que nul, en le regardant, ne le percevait. Mais il exerçait sur tous, ou plutôt sur toutes, un certain pouvoir d'envoûtement qui embrumait les yeux et arrêtait sur les lèvres toute question. La chaleur que cette présence étrange donnait au contact, aux caresses, aux baisers qui couraient à travers les yeux de ces adolescentes était accueillie par tout le monde avec d'autant plus de tendresse que nulle curiosité ne s'y mêlait. Jeunes filles faussement naïves ou vieilles institutrices qui se croyaient avisées, toutes étaient aussi aveugles que l'on peut l'être dans une fable grecque, quand elles voyaient sans le voir s'attacher le gringalet caché au pensionnat. On a l'impression, si du moins on prête foi au récit d'Alexina, que tout se passait dans un monde d'élan, de plaisir, de chagrin, de tiédeur, de douceur, d'amertume, où l'identité des partenaires, et surtout celle de l'énigmatique personnage autour duquel tout se nouait, était sans importance. Dans l'art de diriger les consciences, on utilise souvent le terme de discrétion, mot singulier qui désigne la capacité de percevoir les différences, de discriminer les sentiments et jusqu'aux moindres mouvements de l'âme, de débusquer l'impur sous ce qui paraît pur et de séparer, dans les élans du cœur, ce qui vient de Dieu et ce qui est insufflé par le séducteur. La discrétion distingue, à l'infini s'il le faut. Elle a à être indiscrète, puisqu'elle a à fouiller les arcanes de la conscience. Mais, par ce même mot, les directeurs de conscience entendent aussi l'aptitude à garder la mesure, à savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, à se taire sur ce qu'il ne faut pas dire, à laisser au bénéfice de l'ombre ce qui deviendrait dangereux à la lumière du jour. On peut dire qu'Alexina a pu vivre pendant longtemps dans le clair-obscur du régime de discrétion qui était celui des couvents, des pensionnats et de la monosexualité féminine et chrétienne. Et puis, ce fut son drame, elle est passée sous un tout autre régime de discrétion, celui de l'administration, de la justice et de la médecine. Les nuances, les différences subtiles qui étaient reconnues dans le premier n'y avaient plus cours. Mais ce qu'on pouvait taire dans le premier devait être dans le second manifesté et clairement partagé. Ce n'est plus, à vrai dire, de discrétion qu'il faut parler, mais d'analyse. Les souvenirs de cette vie, Alexina les a écrits une fois découverte et établit sa nouvelle identité, sa vraie et définitive identité. Mais il est clair que ce n'est pas du point de vue de ce sexe, enfin trouvé ou retrouvé, qu'elle écrit. Ce n'est pas l'homme qui parle enfin, essayant de se rappeler ses sensations et sa vie du temps qu'il n'était pas encore lui-même. Quand Alexina rédige ses mémoires, elle n'est pas très loin de son suicide. Elle est toujours pour elle-même sans sexe incertain, mais elle est privée des délices qu'elle éprouvait à n'en pas avoir, ou à n'avoir pas tout à fait le même que celles au milieu desquelles elle vivait, et qu'elle aimait, et qu'elle désirait si fort. Ce qu'elle évoque dans son passé, ce sont les limbes heureuses d'une non-identité que protégeait paradoxalement la vie dans ces sociétés fermées, étroites et chaudes, où l'on a l'étrange bonheur à la fois obligatoire et interdit de ne connaître qu'un seul sexe, ce qui permet d'en accueillir les gradations, les moirures, les pénombres, les coloris changeants comme la nature même de leur nature. L'autre sexe n'est pas là avec ses exigences de partage et d'identité, disant « Si tu n'es pas toi-même, exactement et identiquement, alors tu es moi. Présomption ou erreur, peu importe, tu serais condamnable si tu en restais là. Rentre en toi-même ou rends-toi et accepte d'être moi. » Alexina, me semble-t-il, ne voulait ni l'un ni l'autre. Elle n'était pas traversée de ce formidable désir de rejoindre l'autre sexe que connaissent certains qui se sentent trahis par leur anatomie ou emprisonnés dans une injuste identité. Elle se plaisait, je crois, dans ce monde d'un seul sexe où étaient toutes ses émotions et tous ses amours, à être autre sans avoir jamais à être de l'autre sexe. Ni femme aimant les femmes, ni homme caché parmi les femmes. Alexina était le sujet, sans identité, d'un grand désir pour les femmes. Et, pour ces mêmes femmes, elle était un point d'attirance de leur féminité, et pour leur féminité, sans que rien les force à sortir de leur monde entièrement féminin. La plupart du temps, ceux qui racontent leur changement de sexe appartiennent à un monde fortement bisexuel. Le malaise de leur identité se traduit par le désir de passer de l'autre côté, du côté du sexe qu'ils désirent avoir ou auquel ils voudraient appartenir. Ici, l'intense monosexualité de la vie religieuse et scolaire sert de révélateur au tendre plaisir que découvre et provoque la non-identité sexuelle quand elle s'égare au milieu de tous ces corps semblables.
Ni l'affaire d'Alexina, ni ses souvenirs ne semblent avoir, à l'époque, soulevé beaucoup d'intérêt. A. du Barry, un polygraphe, auteur de récits d'aventures et de romans médico-pornographiques, comme on les aimait tant à l'époque, a manifestement emprunté, pour son Hermaphrodite, plusieurs éléments à l'histoire d'Herculine Barbin. Mais c'est en Allemagne que la vie d'Alexina a trouvé un très remarquable écho. Il s'agit d'une nouvelle de Panizza intitulée « Un scandale au couvent ». Que Panizza ait eu, par l'ouvrage de Tardieu, connaissance du texte d'Alexina, il n'y a rien d'extraordinaire. Il était psychiatre et il a fait un séjour en France au cours de l'année 1881. Il s'y intéressa plutôt à la littérature qu'à la médecine, mais le livre sur la question médico-légale de l'identité a dû lui passer entre les mains, à moins qu'il ne l'ait trouvé dans une bibliothèque allemande quand il y revint en 1882 et exerça pour quelque temps son métier d'aliéniste. La rencontre imaginaire entre la petite provinciale française au sexe incertain et le psychiatre frénétique qui devait mourir à l'asile de Bayreuth a de quoi surprendre. D'un côté, des plaisirs furtifs et sans nom qui croissent dans la tiédeur des institutions catholiques et des pensions de jeunes filles, de l'autre, la rage anticléricale d'un homme chez qui s'entrelaçaient bizarrement un positivisme agressif et un délire de persécution au centre duquel trônait Guillaume II. D'un côté, d'étranges amours secrètes qu'une décision des médecins et des juges allait rendre impossibles, de l'autre, un médecin qui, après avoir été condamné à 1 an de prison pour avoir écrit le Concile d'amour, l'un des textes les plus scandaleusement anti-religieux d'une époque qui n'en a pourtant pas manqué, fut chassé en Suisse, où il avait cherché refuge après un attentat sur une mineure. Le résultat est assez remarquable. Panizza a conservé quelques éléments importants de l'affaire. Le nom même d'Alexina B, la scène de l'examen médical. Il a, pour une raison que je saisis mal, modifié les rapports médicaux, peut-être parce qu'utilisant ses propres souvenirs de lecture, sans avoir le livre de Tardieu sous la main, il s'est servi d'un autre rapport qu'il avait à sa disposition et qui concernait un cas un peu semblable. Mais il a surtout fait basculer tout le récit. Il l'a transposé dans le temps, il a modifié beaucoup d'éléments matériels et toute l'atmosphère. Et surtout, il l'a fait passer du mode subjectif à la narration objective. Il a donné à l'ensemble une certaine allure XVIIIe siècle. Diderot et la religieuse n'ont pas l'air d'être bien loin. Un riche couvent pour jeunes filles de l'aristocratie, une supérieure sensuelle portant à sa jeune nièce une affection équivoque, des intrigues et des rivalités entre les religieuses, un abbé érudit et sceptique, un curé de campagne crédule et des paysans qui saisissent leurs fourches pour chasser le diable, il y a là tout un libertinage à fleur de peau et tout un jeu à moitié naïf de croyances, pas tout à fait innocentes, qui sont tout aussi éloignées du sérieux provincial d'Alexina que de la violence baroque du Concile d'amour. Mais en inventant tout ce paysage de galanterie perverse, Panizza laisse volontairement au centre de son récit une vaste plage d'ombre, là précisément où se trouve Alexina. Sœur, maîtresse, collégienne inquiétante, chérubin égaré, amante, amant, faune courant dans la forêt, incube qui se glisse dans les dortoirs tièdes, satyre aux jambes poilues, démon qu'on exorcise, Panizza ne présente d'elle que des profils fugitifs sous lesquels les autres la voient. Elle n'est rien d'autre, elle, le garçon-fille, le masculin-féminin jamais éternel, que ce qui passe, le soir, dans les rêves, les désirs et les peurs de chacun. Panizza n'a voulu en faire qu'une figure d'ombre sans identité et sans nom, qui s'évanouit à la fin du récit sans laisser de traces. Il n'a même pas voulu la fixer par un suicide où elle deviendrait, comme Abel Barbin, un cadavre auquel des médecins curieux finissent par attribuer la réalité d'un sexe mesquin. Si j'ai rapproché ces deux textes et pensé qu'ils méritaient d'être republiés ensemble, c'est d'abord parce qu'ils appartiennent à cette fin du XIXe siècle qui a été si fortement hantée par le thème de l'hermaphrodite, un peu comme le XVIIIe siècle l'avait été par celui du travesti, mais aussi parce qu'ils permettent de voir quel sillage a pu laisser cette petite chronique provinciale, à peine scandaleuse, dans la mémoire malheureuse de celui qui en avait été le personnage principal, dans le savoir des médecins qui ont eu à intervenir, et dans l'imagination d'un psychiatre qui marchait, à sa manière, vers sa propre folie.